Il est 8h36, Laurent Wauquiez, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Laurent Bourdin. Wauquiez. Hier, moment important aux Nations Unies, Donald Trump à la tribune, ensuite Emmanuel Macron à la tribune, deux discours totalement différents. Trump menace de détruire la Corée du Nord, veut défaire le traité sur le nucléaire iranien, veut se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Macron répète qu'il faut discuter avec la Corée du Nord, l'Iran, qu'il faut respecter l'accord sur le climat. De quel discours êtes-vous le plus proche? Pourquoi? Il faut choisir uniquement entre deux? Non, mais... Je vais vous dire ce que je pense. Il ne s'agit pas de choisir, c'est de savoir quel est le discours qui vous convient le mieux. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des discussions entre pays en évitant des solutions armées. Et que jusqu'au bout, il faut faire le choix du multilatéralisme. Donc vous êtes plutôt Macron, quoi. Jusqu'au moment où ça n'est plus possible. Parce que la limite pour moi, c'est le moment où on laisse faire n'importe quoi. Et je pense qu'il faut quand même bien qu'on comprenne ce qui se passe en Corée du Nord. On a là-bas un fou qui potentiellement peut avoir l'arme nucléaire, qui peut envoyer cette arme nucléaire sur le Japon. Historiquement, c'est pas rien de dire ça. Ou même sur la côte ouest des États-Unis. Est-ce qu'on considère, sur la côte californienne des États-Unis, est-ce qu'on considère que ça, on va juste le résoudre avec des aimables discussions entre gentlemen à New York, ou est-ce qu'à un moment, il faudra qu'il y ait un bras de fer? Je ne souhaite pas qu'il y ait un bras de fer. Mais je veux que ce soit clair quand même. D'abord, que la planète ne peut pas prendre le risque d'avoir quelqu'un comme ça, dictateur de Corée du Nord, qui a l'arme nucléaire. Ça, c'est juste pas possible. Tous ceux qui connaissent la Corée du Nord n'emploient pas ce terme. Je vous le dis tout de suite, Laurent Wauquiez. Mais bon, j'ai pas totalement l'impression... Dictateur, c'est autre chose. Des dictateurs dans le monde, il y en a beaucoup. Monsieur vous en convenez. Vous conviendrez avec moi que quelqu'un comme lui, qui ait l'arme nucléaire, ça n'est rassurant pour aucune des personnes qui nous écoutent. Bien. Aucune. L'arme nucléaire n'est rassurante nulle part. C'est bien pour ça. On est bien d'accord, Laurent Wauquiez. C'est bien pour ça. Oui. Qu'on ne peut pas traiter à la légère en disant juste on va discuter. Il y a un moment où il faut qu'on puisse dire stop. Donc vous êtes d'accord avec Donald Trump? Voyez, vous me dites choisissez entre Macron et Trump. Non, mais d'un côté, vous me parlez de Monsieur Bourdin, je vous dis très clairement, on fait le multilatéralisme le plus longtemps possible. Bon. On discute à New York le plus longtemps possible. Et si à un moment ça ne marche plus, eh ben il faut passer par deux points. Est-ce que Donald Trump vous fait peur? Oui, parce qu'il y a des moments où je trouve qu'il est excessif. Oui, parce que je considère que ses positions sur le climat ne sont pas normales. Oui, j'allais vous poser la question. Parce que je considère que c'est irresponsable aujourd'hui, avec la dérégulation climatique qu'on voit. Moi, dans ma région, j'ai le Mont Blanc. Il suffit d'aller là pour voir ce qu'est le réchauffement climatique et comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais à l'inverse, il y a des moments dans le discours de Macron qui m'ont choqué, sur lesquels je suis pas d'accord. Quand, par exemple, dans son discours, il fait l'apologie de l'immigration et qu'il explique que les migrants sont quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut absolument qu'on ouvre tous... Est-ce qu'il a dit vraiment qu'ils sont extraordinaires En tout cas, ce qu'il dit, c'est que ça doit être un message d'espoir et qu'on doit tous ouvrir nos frontières. Je pense qu'il fait une erreur. Parce qu'aujourd'hui, ce défi des grands mouvements de migration épuise les pays de départ et pose des problèmes colossaux d'intégration dans les pays qui arrivent. C'est un sujet qui fait aussi partie des grands sujets internationaux et sur lequel, à l'inverse, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron faisait preuve d'angélisme. Combien de temps avez-vous travaillé au Conseil d'État? Vous me permettez, monsieur Bourdin? Oui, allez-y. Si je suis venu ici aujourd'hui à votre micro, alors que vous n'avez pas la réputation d'être l'intervieweur le plus facile, c'est précisément pour répondre à toutes les questions et le faire avec une totale transparence. J'ai été mis en cause par un certain nombre de rumeurs sur un régime dont je bénéficierais. Je veux donc rétablir un certain nombre de vérités. D'abord, j'ai entendu des chiffres farfelus. Par exemple, j'aurais travaillé 2 mois comme juge administratif. J'ai travaillé 3 ans. Maître des requêtes. J'ai travaillé 3 ans comme auditeur, puis comme maître des requêtes. 2 mois, maître des requêtes. Et 3 ans au total dans mon job. Voilà. Deuxièmement, je n'ai touché évidemment aucun salaire du Conseil d'État depuis que je l'ai quitté. Troisièmement, tous mes droits à retraite ont été acquis par des cotisations que j'ai payées. Quatrièmement, monsieur Bourdin, je n'ai cherché à rien cacher, puisque ma situation a même été publiée au journal officiel. Et enfin, et je veux être très clair sur ce point, la situation qui est la mienne est la simple application de la loi. Vous m'entendez, monsieur Bourdin? La simple application de la loi, et c'est la situation en France de très nombreux élus locaux. Une fois que je vous ai dit ça, je ne suis pas borné.
Je vois très bien, vous l'avez dit à votre micro. Est-ce que vous allez démissionner de la haute fonction publique? Je vais vous répondre très clairement. Ma situation est la simple application de la loi. Et je comprends que ça puisse choquer. Moralement? Moralement, et pourquoi? Vous êtes dans la légalité, Bien sûr. mais ça pose des questions morales, Bien Laurent sûr. Wauquiez. Et je vais expliquer pourquoi. Et je l'entends. Ça pose des questions morales, pourquoi? Parce que en ce moment, on demande beaucoup d'efforts aux Français. Et que du coup, tout avantage pour un élu choque profondément les Français. Alors je J'ai m'arrête, toujours quels été- sont ces avantages? Cumul des retraites possibles. Exactement. Et progression. Deuxième avantage, et progression vous des chemins. cotisez, progression, Des chemins. vous cotisez sans travailler. Et Non. vous toucherez une retraite sans travailler. Bah si, Enfin, aujourd'hui, Oui, si. oui, bien sûr, mais je vais être très clair dessus. Oui, il y a des avantages. C'est très clair. J'ai toujours été très exigeant vis-à-vis de moi-même sur ces questions. Vous vous souvenez que ici même, j'ai plaidé pour la transparence sur le patrimoine des élus. Je vous ai annoncé ici même à votre micro qu'en tant que président de ma région, je baissais mon indemnité parce que il fallait que je fasse des efforts sur le budget de ma région. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de mettre fin à tout avantage dont je pourrais bénéficier dans mes cotisations de retraite. Mettre fin à tout avantage dont je pourrais aujourd'hui bénéficier dans mes cotisations de retraite. Ça veut dire que vous Ce qui démissionnez signifie- de la haute fonction Ce publique. qui signifie que je mets fin à mon détachement. Je répondrai à votre question dans Oui. la foulée sur la démission. Que je mets fin à mon détachement et que je me mets en disponibilité de la fonction publique et du juge administratif que je suis. Pourquoi? Quand je fais ça, je vais bien au-delà de l'application de la loi. Je m'applique à moi-même une exigence que peu d'élus locaux aujourd'hui en France s'appliquent. Oui, une Je le exigence, Oui, oui. suivie par Valérie Pécresse, suivie par Bruno Le Maire, suivie par Emmanuel Macron, suivie par beaucoup de responsables politiques. Et aujourd'hui, par Nathalie très peu, Kosciusko-Morizet. et aujourd'hui, par très peu d'élus locaux Parce en que France. la Je loi le ne fais. prévoit pas, Exactement. effectivement, Donc, cette... c'est une exigence personnelle que je m'applique. Parce Je que le la fais loi pourquoi? doit être revue. Je vais y Bon, venir. d'accord. Alors finissez. Je le fais pourquoi? Parce que Oui. je veux que ma parole soit libre. Parce que je veux que les gens puissent se dire, on n'est pas nécessairement d'accord avec lui, mais il a l'honnêteté de s'appliquer à lui-même ce qu'il demande aux autres. Maintenant, sur la question Il a de la- fallu ces révélations pour que vous preniez conscience de ça, non, Bien sûr. Laurent Wauquiez. Et c'est une erreur. Et je la reconnais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais député. J'ai décidé de faire le choix de l'engagement de terrain, parce que c'est à ça que je crois. C'est pas les mêmes statuts. Et je n'ai pas été assez vigilant au moment où ça s'est passé. On peut commettre des erreurs, mais l'important c'est de savoir les rectifier. Ensuite, il y a un point sur lequel je voulais répondre, qui est votre question de la démission. Oui. Moi, je suis contre les élus professionnels. Je suis contre ceux qui ne vivent que de la politique. J'ai eu un métier avant, comme juge administratif. Et j'aurai un métier après. J'ai 42 ans. Je n'ai aucune intention de faire de la politique toute ma vie. Et je ne veux pas dépendre de mes mandats. Quand vous avez un médecin qui devient élu, vous lui demandez pas de renoncer à son serment d'Hippocrate. Quand vous avez un avocat qui est élu, vous lui demandez pas d'abjurer. Il y a une possibilité dans la loi française. Et pour moi, c'est très important, qui est la même pour les gens du public comme du privé. Vous vous mettez en disposition. Dans le privé, vous suspendez votre contrat et vous pouvez être réintégré une fois que vous avez fini votre mandat d'élu. Très important. Pas d'élu professionnel. Donc, si j'ai bien compris, plus de cotisation, je mets fin retraite, à mettez tout fin à tout cela, avantage dont je tout pourrais avantage. bénéficier dans mes cotisations retraite. mais Tout. vous ne démissionnez pas de la haute fonction publique parce que vous voulez y revenir Pourquoi? Parce que après votre carrière politique. Pourquoi? Parce que j'ai 42 ans et que j'ai pas l'intention de faire de la politique toute ma vie. Et je voudrais rajouter un petit mot, monsieur Brun. Allez-y. Si vous voulez pas à votre micro n'avoir que des élus qui ont fait fortune, c'est important que les gens sachent qu'ils ont aussi un métier et que ce métier leur donne aussi leur indépendance. Je ne dépends pas de mes mandats électoraux. Laurent Wauquiez, est-ce que vous avez déposé plainte pour diffamation contre Olivier Faure ou pas? Oui, Vous l'avez parce fait? que Oui. j'en ai marre, et je vous le dis très clairement, qu'en France on puisse dire tout et n'importe quoi, diffuser les rumeurs les plus absurdes pour essayer de tuer quelqu'un. Oui. Je suis Enfin, là, attaché. c'était pas une rumeur, non? Bien sûr. C'était- Il a c'était une traité d'emploi réalité. fictif. Oui. Eh ben oui. Eh ben ça s'appelle une rumeur. Ça s'appelle quelque chose de faux, et ça s'appelle une condamnation en justice. Bien, Laurent Wauquiez, parlons de la J'aime réforme bien du qu'il y ait Code un du peu de travail. fermeté et de correction aussi en politique. Bon, non, mais oui, mais On c'est peut bien, cogner. c'est bien de rectifier ses erreurs, Laurent Wauquiez. On peut cogner, Oui. mais on reste debout. Bon. Et donc le cumul de plusieurs retraites, ça vous choque? Je pense que ça choque les Français. Oui. Et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit pouvoir revenir. Voilà. Aujourd'hui, je montre l'exemple.
J'espère que d'autres Vous chiffres. avez entendu vos adversaires politiques, même dans votre parti, qui ne comprennent pas que vous puissiez stigmatiser l'assistanat et que vous en bénéficiez vous-même. C'est bien pour ça, Monsieur Bourdin, Oui. qu'aujourd'hui, à votre micro, je peux vous regarder les yeux dans les yeux et vous dire mon comportement, il est en parfaite adéquation avec ce qu'est mon discours. Et j'ai une exigence vis-à-vis de moi-même qui va bien au-delà de la loi. La réforme du Code du travail, vous soutenez cette réforme? Je vais vous dire, c'est une réforme... Franchement. Je vais être très clair, elle me gêne pas. Oui. Il y a quelques avancées techniques. Mais je voudrais, là encore, vous êtes une chaîne Oui. dans laquelle vous avez beaucoup de gens qui travaillent, qui nous écoutent. Oui. Des artisans, des gens qui travaillent dans des petites PME, des petits entrepreneurs. Je leur demande de regarder cette loi et de se dire, dans ma vie quotidienne à moi, en quoi est-ce qu'elle répond au harcèlement administratif de l'inspecteur du travail? En quoi est-ce qu'elle répond à toutes les charges sociales que je me prends dans la figure et qui font qu'à la fin du mois, quand je regarde ma feuille de salaire, je gagne pas plus quand je suis au SMIC que si je reste chez moi? En quoi est-ce qu'elle répond? C'est le CICE qui va être transformé en baisse de charge, hein, Laurent Wauquiez. Oui, d'accord. Mais le CICE transformé en baisse de charge, c'est aucune baisse de charge. C'est-à-dire, on prend, au lieu de vous le prendre dans une poche, on vous le rend dans l'autre. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a, à ce stade qui n'est prévu, notamment sur les petites entreprises, aucune baisse de charge qui a eu lieu. Regardez l'exemple du RSI. Sur le RSI, nos artisans vont pas avoir de baisse de charge. La réalité, c'est qu'on leur a juste changé l'emballage cadeau, mais qu'ils auront toujours le même niveau de charge. Et c'est là où je dis... On ne sait pas, puisque l'artisan va être affilié au régime général de la sécurité sociale. Monsieur Bourdin, c'est catastrophique ce que vous me dites. Oui. C'est-à-dire qu'en gros... Ce qui va se passer. Eh ben, je suis on n'a bien pas les d'accord. détails de la réforme. Eh ben, je suis sur bien le d'accord RSI. avec vous. On l'attend. Mais charcutez-les un peu, parce que ce qu'ils font, c'est de la Oui, mais communication. ne vous inquiétez pas, j'essaie de poser des questions, vous savez. Et vous voyez Bon. que moi j'y réponds. Bon. Mais qu'est-ce qu'on voit? Alors, Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en France, la France qui travaille, elle est harcelée de contrôle, elle est harcelée de charges. Chez Emmanuel Macron, je vois beaucoup de communication, mais je vois pas beaucoup de réponses. bien, mais dans cette réforme, il s'agit de valoriser le travail. C'est l'objectif du gouvernement, ça doit vous plaire, valoriser le travail. Donnez-moi un exemple concret, Je ne sais pas, moi, intelligible. par exemple, les salariés qui auront un pouvoir d'achat plus important. Mais ils n'auront pas de pouvoir d'achat plus important. Et il n'y a en rien un pouvoir d'achat plus Nous important. vérifierons fin janvier sur les fiches de salaire. Il n'y a pas de pouvoir d'achat plus important qui est prévu dans ces ordonnances sur le travail. Donc je répète ce que je vous dis, ces ordonnances sur le travail traitent quelques sujets techniques du Code du travail. Très bien, parfait. L'accord d'entreprise plus nombreux, Très bien, parfait. facilité, c'est bien. S'il y a des avancées, je suis capable de les soutenir, mais je redis à votre micro qu'il n'y a rien qui traite la vie quotidienne de la France qui travaille. Voilà. Quand Emmanuel Macron dit hier soir sur CNN, la démocratie, ce n'est pas la rue, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Je suis d'accord avec lui, mais j'ai un conseil à lui donner. Oui. La démocratie, en revanche, c'est écouter les Français. Et quand les Français sont en colère, parce qu'ils s'apprêtent à augmenter la CSG, parce qu'il revient sur l'APL, contrairement à ce qu'il avait annoncé, parce qu'il revient sur l'assurance vie, ce dont il n'a jamais parlé, parce qu'il revient sur le PEL, et qu'ils ont l'impression qu'il les a pris pour des imbéciles, là, ils devraient faire attention, parce que ça, c'est la démocratie. Est-ce que vous comprenez? Et je vois un président, pardon de le dire, que je trouve extrêmement méprisant à l'égard des Français. Quand, par exemple, il parle de fainéants, quand j'ai chez Il parle moi... des responsables politiques. Non, quand les fainéants, utilise ce sont les responsables politiques. Quand il utilise le terme en Grèce, en parlant de fainéants, Mhm. quand j'ai chez moi un ouvrier qui va travailler dans une usine de plasturgie à 1300 €, c'est pas un fainéant. Quand M. Macron explique que chez les retraités, il n'y a que des riches, il ne connaît pas la réalité des Français. Moi, j'ai chez moi des gens qui sont à 800 € et qui s'interrogent sur comment ils vont payer la maison de retraite à 2000 €. Je pense qu'on a un président de la République qui est très coupé des réalités des Français. Sauf qu'à 800 Et €, je ils ne le mets- paieront pas l'augmentation de la CSG. Oui. Et je les mets en garde, La démocratie, c'est pas la rue, mais la démocratie, c'est les Français. Bien, Laurent Wauquiez, vous encouragez ces mouvements de grève qui s'annoncent, le blocage de l'économie? Non, je le dis non. très clairement. Non. Non. Bon. Laurent Wauquiez, parlons de la loi contre le terrorisme. Gros sujet. Gros sujet, oui. Une loi qui a été durcie par le ministre de l'Intérieur après son passage au Sénat, majorité de droite. Laurent Wauquiez. Monsieur Bourdin, Oui. je regarde cette loi. C'est vrai ou c'est faux, ça? C'est tout à fait vrai. Oui. C'est tout à fait vrai. Je regarde cette loi. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut que nos auditeurs nous comprennent clairement. Elle consiste à sortir de l'état d'urgence. Moi, je le dis, il ne faut pas baisser la garde face au terrorisme. Il ne faut pas pratiquer, comme le fait le président de la République, la guerre des mots, sans aucun acte derrière.
Soyons précis. Cette loi, et ça c'est le ministre de l'Intérieur, on n'est pas dans le débat qu'il y a pu y avoir au Sénat, le ministre de l'Intérieur prévoit quoi? Il ne pourra plus y avoir de fouilles de coffres de voitures sans l'autorisation du chauffeur. Non mais de qui on se moque? Il ne pourra plus y avoir de perquisitions administratives. Je rappelle que les perquisitions administratives ont permis... elles seront possibles. Non. C'est le procureur qui donnera... Monsieur Bourdin, ça s'appelle pas une perquisition administrative. Ça veut dire qu'on est sous le contrôle du juge et avec, derrière, toute une procédure contradictoire qui prend une éternité. Pas du tout la même efficacité. Ces perquisitions administratives ont permis de saisir 600 armes à feu qui étaient dans des réseaux terroristes notamment. L'assignation à résidence. Je veux bien que tous ceux qui nous entendent comprennent. Aujourd'hui, avec la loi sur l'état d'urgence, elle permet de dire à quelqu'un qui est suspecté d'activité terroriste, vous êtes obligé de rester chez vous. Là, maintenant, elle va juste prévoir, vous êtes obligé de rester dans la périmètre, ville. Oui, dans la ville, oui. Autrement dit, on va lui dire, ah bah, vous êtes suspecté d'activité terroriste, mais vous pouvez par exemple vous promener dans tout Paris ou dans tout Lyon. Dernier exemple, on ne pourra plus fermer de lieux de prière pour incitation à la haine. La réalité, c'est que cette loi sur l'état d'urgence n'est pas raisonnable. Incitation à commettre des actes terroristes, on ferme la mosquée. C'est-à-dire que explicitement, vous avez un imam qui vous invite à faire un terrorisme. Qui parle de terrorisme, on peut fermer la mosquée immédiatement. Par contre, on lui dit, nous haïssons les Blancs, nous haïssons l'Occident, nous haïssons les chrétiens, ben on peut pas fermer le lieu de prière. Ben, je suis désolé, j'ai pas la même vision de la République. J'ai pas la même vision de la République. Et donc le fait de sortir de cette loi sur l'état d'urgence est une profonde erreur. C'est pas à la guerre contre le terrorisme de s'adapter à la loi, c'est à la loi de s'adapter à la guerre contre le terrorisme. Mais ce que je veux, c'est ne pas être que dans la critique. Je tends donc la main à Emmanuel Macron pour qu'il ait un sursaut. Et je lui fais 7 propositions qui doivent permettre de renforcer au contraire la protection des Français. Pas baisser le niveau de protection. Renforcer le niveau de protection et de sécurité. 1. Il faut que les personnes suspectées d'activité terroriste ne puissent plus avoir accès à un certain nombre d'emplois en France. RATP, SNCF, aéroports, les écoles. Sur décision... Suspectées d'activité terroriste, c'est-à-dire... Ça veut dire que quand vous avez un individu qui est classé sur les fichiers S, qui est considéré... il n'y a pas que des... Bien sûr, fichier S radicalisé. Suspectés de terrorisme. J'ai bien dit, fichier S radicalisé proche des activités terroristes. D'ailleurs, l'employeur ne sait pas. Bien sûr, mais je ne demande pas que ce soit connu de l'employeur, je demande que ce soit une décision qui puisse être prise par le ministère de l'Intérieur. Vous prenez, vous, le risque de laisser un djihadiste en puissance dans une école? Vous prenez le risque de laisser un djihadiste avoir accès au périmètre de sécurité d'un aéroport? Moi, je ne prends pas ce risque. La deuxième chose que je demande, c'est qu'on puisse avoir un isolement total en prison des condamnés pour terrorisme, pour les empêcher de faire leur travail d'apologie à l'intérieur des prisons. La troisième chose que je demande, sur le même régime que pour les fous, c'est qu'il puisse y avoir un internement préventif des individus radicalisés les plus dangereux. La quatrième, c'est que je pense qu'il faut qu'on ait des gardes à vue quand il s'agit de terrorisme plus longues, pour permettre aux policiers et aux gendarmes de récupérer les éléments d'information. Enfin, il est indispensable qu'on puisse avoir un croisement de fichiers. Je veux là aussi que ceux qui nous entendent comprennent la situation de la France. Il n'y a même pas de croisement de fichiers des armes à feu, des assurances de véhicules, des véhicules et des fichiers de terroristes. Comment voulez-vous que les services de renseignement fassent leur travail? Et enfin, on a 2 propositions. 1, sur la constitution d'une garde nationale, et 2, sur un délit... sous forme d'amendement, j'imagine. Non, sur une contre-proposition de loi destinée à garder l'état d'urgence et à le renforcer. Je pense qu'on est sur un débat qui est très important. C'est trop grave. On est face au terrorisme, on ne baisse pas la garde. J'ai une dernière question qui est sociétale, sur la loi sur le mariage pour tous. Vous avez dit, je ne reviendrai pas sur la loi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? Alors précisez, parce qu'on n'a pas très bien compris. Imaginons, vous arrivez au pouvoir. Le sujet pour moi, c'est pas le mariage. Le sujet pour moi, vous ne revenez pas sur le mariage. Le sujet pour moi, c'est l'enfant, sa protection. Vous ne revenez pas sur le mariage? Non. Parce que je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Dans votre commune du Puy, vous-même, vous pourriez marier des couples homosexuels. Vous l'avez fait? Vous savez que je ne suis plus maire. Oui, je sais, mais vous avez le droit de marier. Je n'ai pas le droit de marier. Vous êtes adjoint, non? Non, je ne suis pas adjoint. Je suis uniquement président de région, monsieur Bourdin. Un seul mandat. La clarté de l'engagement, la clarté du mandat. Si vous étiez maire, vous marierez? Je ne le suis pas, monsieur Bourdin. Non, mais je vous pose la question. Mes convictions personnelles, elles n'ont pas changé.
Je pense que quand on a Donc fait... Mais attendez, me posez pas... C'est comme si je vous disais, si vous étiez gendarme, qu'est-ce que vous feriez? Je suis pas maire, donc on va pas faire de la politique fiction. C'est pas de la politique fiction, vous l'avez là-dessus. été maire. J'ai été maire, je ne le suis plus. Voilà. Bon. Par contre, je l'ai toujours dit, je pense que d'avoir fait le mariage homosexuel ou pour des couples de même sexe, plutôt que l'union civile, c'était une erreur. J'aurais préféré qu'on fasse l'union civile. Oui, d'accord, mais maintenant, aujourd'hui... on va pas démarier. Et on va pas démarrer. Et on continuera à marier, quoi. Parce qu'on a un président de la République. Et on continuera à marier. Et on va continuer à marier quand je vous dis qu'on va pas démarrer. Bon, voilà. ben d'accord. Mais en revanche, monsieur Bourdin, c'est pas ça le sujet d'actualité aujourd'hui. Le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ouvrant la PMA et la GPA. Non. Et la GPA n'est pas ouverte. Monsieur Bourdin. Ni la PMA d'ailleurs. Monsieur Bourdin, il y a 2 ans, on nous a dit, promis, on n'ouvrira pas la PMA. C'est pas ce qu'a dit Emmanuel Macron dans sa campagne. Très bien. Mais Emmanuel Macron, qui participait du gouvernement de François Hollande, avait très clairement dit à l'époque, nous n'irons pas dans la voie de la PMA. On est dans la voie de la PMA. Dans la foulée, il est évident qu'on aura la GPA. Pourquoi personne ne comprend. Et on va essayer d'expliquer si on a 2 secondes. La PMA est déjà légale en France. Attendez. Il faut qu'on soit bien clair. La PMA est légale pour des couples hétérosexuels et de femmes qui ont un problème de stérilité. Oui. Et elle est parfaitement normale. Là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est ouvrir la PMA pour des couples de femmes. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on va avoir? Homosexuels ou célibataires, même pas des couples de femmes. Des femmes célibataires. Des femmes célibataires. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la foulée? Des couples d'hommes vont dire, mais au nom de l'égalité, on demande évidemment la gestation pour autrui. Pourquoi est-ce qu'on donnerait à des couples de femmes ce qu'on ne donnerait pas à des couples d'hommes? La gestation pour autrui, il faut que tout le monde comprenne bien ce dont il s'agit. Il s'agit de payer une femme, lui payer son ventre pour qu'elle enfante un enfant, qu'on lui arrache à la naissance, et qu'elle n'ait plus aucun contact avec cet enfant. Si c'est ça la modernité, ne comptez pas sur moi. Donc je le redis très simplement, je prends acte du fait qu'il y a un président de la République qui a été élu sur ces bases-là. Il a été élu et on a encore 5 ans, donc on ne démarrera pas avec un intervalle de temps de 10 ans, ce qui a été fait par la loi Taubira. Mais je n'accepte pas qu'on rentre dans cette voie qui est une remise en cause profonde de ce qu'est en tout cas ma conception de l'éthique. Et je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent peuvent se dire, est-ce que vraiment on a envie de rentrer à terme dans cette marchandisation du corps de la femme? Est-ce que c'est ça la protection des enfants? Je ne le crois pas. Bien, merci Laurent Wauquiez. Il est 8h58, RMC BFM TV. Retrouvez